Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. Nous débutons dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, où la 14e réunion des premiers ministres des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai se déroule actuellement. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a accueilli les participants de l'organisation avant leur réunion officielle de ce jour. Les premiers ministres doivent discuter de coopération dans le commerce, les investissements, la finance, les transports et la culture. Une déclaration est attendue en matière de coopération économique régionale, ainsi qu'un rappel du soutien aux stratégies de développement régional, dont l'initiative proposée par la Chine de la ceinture économique de la route de la soie, ainsi que la route de la soie maritime du XXIe siècle, appelée initiative de la ceinture et de la route. La 14e réunion des premiers ministres de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est ouverte à Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan. Le secrétaire général de l'OCS, Dmitry Mezentsev, donne son avis sur le développement de l'organisation. Cela a déjà fait 14 ans depuis l'établissement de l'OCS. Que pouvons-nous attendre de cette réunion des premiers ministres des nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai ? Les thématiques de la réunion couvrent divers domaines, dont les échanges, l'économie, les transports, la finance, la sphère humanitaire et l'investissement. Dans tous les cas, les chefs de gouvernement mettent l'accent sur l'initiative proposée par le président Xi Jinping, ce qui constitue l'initiative de la ceinture et de la route. Nous allons présenter un rapport sur les résultats de nos engagements dans le commerce, la coopération économique par le passé, mais aussi l'engagement futur des États de la famille de Shanghai, et en prenant en compte des intérêts des États eux-mêmes, les programmes nationaux spécifiques de développement de ces États et économies. La déclaration conjointe des chefs de gouvernement accordera une attention spéciale aux projets d'infrastructures et multilatéraux en matière de transport, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et de culture. Les coopérations sécuritaires et économiques sont souvent considérées comme les deux roues de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Sur toile de fond de la pression économique et des menaces terroristes, quelles mesures spécifiques les dirigeants de l'organisation vont-ils prendre pour s'attaquer aux problèmes existants ? La principale priorité de l'Organisation de la coopération de Shanghai est d'établir la stabilité et la sécurité dans la région. Mais à partir de 2004, les chefs d'État ont mentionné que le commerce et la coopération économique sont aussi des priorités de l'organisation. Nous pensons que maintenir les principes des économies en voie de développement et améliorer le bien-être des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont des facteurs primordiaux pour assurer la stabilité de la région. Nous allons continuer notre travail d'étendre le réseau antiterroriste. Nous avons rappelé de nombreuses fois que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'est ni une union politico-militaire, ni une organisation militaire. Nous nous appuyons sur des mesures politiques et diplomatiques pour combattre les trois forces maléfiques, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. Comment considérez-vous le rôle de la Chine dans la promotion du développement de l'OCS et de la coopération économique régionale ? La Chine joue un rôle important dans l'organisation, car le quartier général de l'OCS se trouve dans la capitale chinoise Beijing, également en raison de la profonde implication des ministres et membres du gouvernement chinois. Sans leur aide, la mise en place des mesures s'avérerait impossible. Les États membres ont beaucoup bénéficié de l'esprit de l'organisation de Shanghai, qui est un esprit d'intérêt mutuel, de confiance et d'ouverture, ainsi que de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. C'est cela qui fait l'OCS une organisation intégrée. La ville d'eau chinoise de Wuzhen, dans l'extrême-est de la Chine, s'apprête à accueillir la conférence mondiale de l'Internet qui débutera mercredi. Le thème de la conférence, dont la première édition avait eu lieu l'an dernier, est un monde connecté, partagé et dirigé par tous, bâtir une communauté de cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités d'honneur y participeront, parmi lesquels 8 chefs d'État et une cinquantaine de responsables ministériels. Le gouvernement chinois a montré son attachement à cet événement. D'ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, y prononcera un discours. Durant cette conférence, 10 forums seront organisés au cours desquels pas moins de 22 sujets principaux seront abordés. Parmi les thèmes retenus, on peut citer la communication culturelle sur Internet, l'innovation d'Internet, la coopération économique numérique et la gouvernance de l'Internet. Une exposition dédiée à Internet sera également organisée en marge de la conférence. Elle présentera les technologies de pointe ainsi que les dernières avancées du secteur.
C'est le 20 avril 1994 que la Chine s'est connectée pour la première fois à Internet. Difficile d'imaginer qu'il a fallu à peine une vingtaine d'années au pays pour mener sa révolution Internet. La première chose que je fais le matin, c'est de jeter un œil à mes comptes Weixin et Weibo pour voir si mes amis m'ont envoyé des messages. Puis je regarde les nouvelles pour voir s'il y a quelque chose d'amusant. Je fais même ça aux toilettes. Un comportement typique de la génération née dans les années 80. Il y a 20 ans de cela, c'était inimaginable. Pour en savoir plus sur le début d'Internet en Chine, partons à la rencontre du maître d'œuvre de cette connexion historique. La professeure Ru Qireng est âgée de 80 ans. Elle explique que la première connexion Internet de la Chine remonte en fait au 19 avril, la veille de la date officielle, le 20. Le soir du 19 avril, mon jeune collègue Li Jun était de garde et il s'est soudainement aperçu qu'il était sur Internet et qu'il pouvait accéder aux sites américains. Il était tellement content, c'est incroyable, c'est génial. Je n'en ai pas parlé à mon responsable, j'ai attendu le matin suivant. Là, je voulais m'amuser et voir le monde. Le responsable direct de Li Jun, Chen Hualing, m'a raconté cela. Je me suis sentie si heureuse et ravie au fond de mon cœur. Était-ce un bonheur normal dû au fait d'avoir achevé votre travail ou était-ce un bonheur extraordinaire car vous viviez un moment historique? Je pense que c'était un bonheur normal. Je n'avais pas l'impression de vivre un moment historique. Au début, la connexion à Internet se faisait par téléphone via un modem, que les Chinois appelaient SHA, en raison d'une prononciation similaire. La connexion était lente, comparée à aujourd'hui. Je me souviens qu'en 1994, je n'utilisais les ordinateurs que pour les jeux basiques tels que le démineur. Ou sinon QQ, une application de discussion en ligne. Mais nous ne nous en servions pas souvent, c'était plus de la curiosité. Une curiosité qui a continué à attirer la population vers cette technologie nouvelle et tellement fascinante. La vitesse de connexion Internet a petit à petit augmenté grâce aux progrès techniques. Des lignes téléphoniques aux fibres optiques, puis maintenant au sans fil. Aujourd'hui, la Chine est entrée dans l'ère de la 4G. Et les Chinois bénéficient, où qu'ils soient, d'un accès rapide via leur téléphone portable. Des dizaines de millions de personnes ont ouvert des boutiques en ligne. Et des centaines de millions échangent chaque jour sur les réseaux sociaux. La conférence mondiale de l'Internet apporte de nouvelles technologies et services à Wuzhen. Les habitants de cette ville en voient déjà les avantages. Voyons comment l'Internet a aidé des familles ordinaires à améliorer leur vie de tous les jours. Tian Tianyun, 27 ans, possède cet hôtel. Il a quitté son précédent emploi et est retourné à Wuzhen pour ouvrir sa propre affaire. Sa décision est arrivée après que les organisateurs de la conférence ont choisi cette ville comme base permanente. Tian pense que l'événement apportera de la publicité et des clients. Le meilleur, c'est d'être conscient des choses. Quand vous dites aux gens d'où vous venez, ils vous disent à quel point Wuzhen est une belle ville. Le défi de Tian s'est révélé payant. Le taux d'occupation de cet hôtel est de plus de 80%, un ratio qui est plus élevé que la moyenne de cette industrie. Et plus de 85% des clients ont réservé en ligne. Mais Tian n'est pas le seul membre de sa famille à bénéficier de ces changements. Son père, Wu Linzhong, travaille dans une usine qui fabrique des portes en bois. L'entreprise a frôlé la faillite, mais son propriétaire a été inspiré par la conférence et a mis ses produits en vente en ligne. Maintenant, l'entreprise est un succès et les revenus de Wu ont doublé. Mais l'Internet n'a pas fait qu'aider la famille à gagner plus d'argent. La grand-mère de Tian souffre d'hypertension. En ligne, elle a pu obtenir un rendez-vous par webcam avec un expert de Hangzhou de l'hôpital Internet qui vient d'être créé à Wuzhen. C'est pratique, ça nous épargne beaucoup de problèmes et vous n'avez pas à vous déplacer dans les grandes villes. Wuzhen est l'une des premières e-villes de Chine. Dans les rues, les codes QR sont partout, fournissant toutes sortes de services.
comme des locations de vélos. L'Internet aide les habitants, jeunes et vieux, et beaucoup d'autres bénéfices sont attendus pour les années à venir. La Russie et la Turquie continuent d'échanger des accusations relatives au commerce illégal de pétrole avec le groupe État islamique. Les accusations de Moscou visent les plus hautes sphères turques, puisqu'elles concernent la famille du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara a déclaré être en possession de preuves que la Russie a bénéficié d'échanges au marché noir. Les deux nations se sont engagées dans une joute verbale depuis que la Turquie a battu un jet russe proche de la frontière entre la Turquie et la Syrie en novembre. Pour l'année 2015, on estime que le groupe État islamique a généré au moins 500 millions de dollars via l'exportation illégale de pétrole. Cela représente une production allant jusqu'à 50 000 barils par jour. La Russie affirme que la Turquie, en plus d'acheter au marché noir, facilite cette activité lucrative pour le groupe État islamique. Elle avance notamment ces images pour le prouver. Ces dernières montrent l'entrée de camions-citernes chargés de pétrole extrait dans les zones contrôlées par le groupe État islamique en Syrie et en Irak sur le territoire turc. Le principal consommateur de ce pétrole volé à ses propriétaires légitimes que sont la Syrie et l'Irak n'est autre que la Turquie. Selon les informations disponibles, les plus hautes sphères du pouvoir en place, soit le président Erdogan et sa famille, sont impliqués dans cette activité criminelle. Le président turc a démenti ces accusations avec véhémence. Il a ajouté qu'il n'hésiterait pas à démissionner si leur véracité était prouvée. Personne n'a le droit de calomnier la Turquie en l'accusant d'acheter du pétrole auprès du groupe État islamique. Les valeurs de la Turquie l'empêchent d'acheter du pétrole auprès d'une organisation terroriste. Tandis que les États-Unis soutiennent Ankara en reconnaissant un manque de preuves tangibles, Moscou accuse Washington de se rendre complice de cette opération de dissimulation. L'Irak et l'Iran ont quant à eux émis des avis concordants avec les accusations russes. La Russie affirme que le pétrole sous contrôle du groupe État islamique en Irak est vendu dans la ville de Tzako, dans le Kurdistan irakien. De là, des intermédiaires turcs se chargeraient d'acheminer la marchandise jusqu'aux villes portuaires telles que Mersin dans le sud du pays. À partir d'ici, le pétrole peut potentiellement être envoyé partout dans le monde. Des camions transportant du pétrole kurde traversent la Turquie depuis 2014. Les Kurdes irakiens exportent du brut via la Turquie contre le gré de l'Irak qui décrit ce commerce comme illégal. Mais jusqu'aux déclarations russes, aucune connexion avec le groupe État islamique n'avait encore été établie. La Turquie riposte en accusant à son tour la Russie d'acheter du pétrole au groupe État islamique. Dans des environnements d'État faillis, de nombreux commanditaires apparaissent et ils sont de toute nationalité, ils profitent de la situation. Le professeur associé Yukleyen estime que les mêmes arguments peuvent être opposés à la Turquie et à la Russie. Une fois que ce pétrole est raffiné et transformé en une denrée facilement utilisable, il change de main très rapidement grâce à ses commissaires. Le mois dernier, une frappe américaine avait détruit 116 camions chargés de pétrole issus de zones contrôlées par le groupe État islamique. Selon l'IHS, une agence de renseignement internationaux, la campagne aérienne menée par les États-Unis a tari les finances du groupe terroriste au point que ses combattants ont vu leur salaire baisser. Pendant ce temps, la Turquie examine ses options afin de se soustraire à sa dépendance vis-à-vis du gaz naturel russe. Elle consulte actuellement le Qatar, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. La chancelière allemande Angela Merkel a indiqué lors d'une réunion de son parti conservateur que l'Allemagne réduirait de façon notable le nombre de réfugiés, et ce dans l'intérêt du pays, de l'Europe et des migrants eux-mêmes. Nous voulons et nous allons réduire notablement le nombre de réfugiés car c'est dans l'intérêt de tous. C'est dans l'intérêt de l'Allemagne avec pour vision les tâches allant de l'accueil des réfugiés jusqu'à leur intégration dans la société et sur le marché du travail. C'est dans l'intérêt de l'Europe avec la prise en compte de notre situation interne en Europe, mais aussi en gardant à l'esprit notre rôle dans le monde. Merkel a en outre indiqué aux délégués que l'Europe n'avait pas encore surmonté la crise de la zone euro et que les erreurs des fondateurs du projet de devise doivent encore être résolues. Merkel a condamné les pays riches pour avoir échoué à financer de façon appropriée l'Agence des réfugiés des Nations Unies ainsi que le Programme alimentaire mondial, qualifiant d'impardonnable ce manque de financement. L'Allemagne s'attend à ce que plus d'1 million de réfugiés arrivent cette année dans le pays. La Chine et la Corée du Sud vont commencer les discussions sur les démarcations maritimes la semaine prochaine à Séoul.
Le président chinois Xi Jinping avait donné son accord à ces discussions lors de sa visite en Corée du Sud en juillet 2014. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Ron Lei, a dit lundi aux journalistes que la Chine espérait que les deux pays trouveront une solution juste et convenable au problème. Nous espérons que ce problème sera résolu par la consultation et d'une manière juste. Il est important de sauvegarder la stabilité et la paix entre les deux pays et la région tout entière. Nous espérons aussi que la Chine et la Corée du Sud régleront leurs revendications maritimes qui se chevauchent et qu'elles mettent en place un modèle pour ceux dans la région qui sont confrontés aux mêmes problèmes. On le surnomme l'œuf et c'est l'un des 3 monuments emblématiques de Beijing aux côtés du stade olympique au nid d'oiseau et du nouveau siège de CCTV surnommé affectueusement le Pantalon. Sa construction a nécessité 9 ans, mais des doutes concernant son aspect et son emplacement demeurent encore maintenant. Le Centre national des arts du spectacle, ou NCPA, s'est imposé comme l'un des plus hauts lieux mondiaux pour les arts scéniques. Il célèbre en ce moment son 8e anniversaire. Situé à l'ouest de la place Tiananmen, le Centre national des arts du spectacle a alimenté une considérable controverse dès le début du projet. Les opposants ont exprimé leurs doutes concernant le fait que ce monument à l'aspect futuriste de l'architecte français Paul Andreu puisse s'adapter à l'environnement alentour. Mais qu'on l'aime ou non, le NCPA est désormais l'un des emblèmes de Beijing et l'un des lieux de spectacle les plus prestigieux au monde. Depuis son inauguration en décembre 2007, le NCPA a émergé comme l'un des centres de spectacle les plus courus au monde. Il attire des artistes et troupes de premier plan venant de Chine comme de l'étranger. Dans le même temps, le NCPA a également mis en scène 59 de ses propres productions, 18 d'entre elles entièrement nouvelles et originales. Cette salle d'opéra est vraiment unique. C'est très probablement le centre culturel de la Chine. Au cours des 7 dernières années, ils ont mis en scène une quarantaine de productions, de nouvelles productions. C'est très ambitieux et le président Chen Ping possède une grande vision. Le NCPA a fêté son 8e anniversaire par un concert dirigé par le compositeur et chef d'orchestre chinois Tan Dun. La magie ne fait que commencer. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.